Eh frérot, mais merci de m'avoir fait découvrir les mini cheeseburgers Picard. Hein. Pour l'apéro, je te confirme, c'est une dinguerie. Hier soir, tout le monde a kiffé. Prochaine fois, je t'invite. Et en plus, en ce moment, nos 10 mini cheeseburgers sont à 4,89€ au lieu de 6,99€. Car oui, pendant les jours Picard et nous, les produits préférés de nos clients sont à moins 30%. Alors profitez-en. Picard, pour le bon et le meilleur. 165 grammes, soit 29,63€ le kilo. Valable avec la carte Picard et nous, modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Mercedes-Benz. Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois. Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€. Bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer. Mais peut-on profiter d'une carte fidélité qui vous fait économiser chaque jour? Ah, la carte qui offre 20% sur une sélection de produits du quotidien? Exactement. Vous l'avez déjà? Ah ben oui, évidemment. Alors pour tous ceux qui ne l'ont pas, rendez-vous dans votre magasin U. Avec la carte U, profitez chaque mois de 20% en Eurocarte U sur une sélection de produits du quotidien. Et en plus, tous les mercredis, vous avez 20% en Eurocarte U sur le rayon bébé des 5€ d'achat. Et c'est seulement avec la carte U. Conditions et détails des offres carte U disponibles sur magasin-u.com. Plus d'informations en magasin. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Vous auriez pu écrire merci patron, peut-être aussi. Vincent Beaufils, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication de Challenge, après avoir dirigé la rédaction de ce magazine pendant des années et des années. Oui, je dis ce titre parce que bon, le titre est sous forme de provocation. Hein. Les patrons sont-ils des monstres, quoi, hein? Alors pourquoi ce titre? Parce que en fait, donc effectivement, je connais ce monde depuis des années, comme vous dites, peut-être un peu trop. C'est vrai. Et il y avait quelque chose que je comprenais pas, parce que les grandes entreprises françaises, je parle des grands patrons dans ce livre, réussissent bien à l'étranger. On est par exemple le pays qui en Europe, pardonnez-moi, a le plus gros contingent de grandes entreprises dans les 500 plus grandes mondiales. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Donc on pourrait en attribuer le mérite aux patrons. Or, quand on questionne les Français, on se rend compte que oui, ils reconnaissent volontiers que les patrons participent au développement économique du pays, mais il y a 2 Français sur 3 qui trouvent que les grands patrons prennent leurs décisions en fonction de leur intérêt personnel. Et du coup... de l'argent qu'ils peuvent se mettre dans les poches, quoi, grosso modo. De leur intérêt personnel, c'était la question. Et c'est la grande différence avec petits et grands patrons. Les petits patrons, en fait, il y a une opinion favorable des Français qui 78% en ont une bonne opinion, mais ça descend à 36% quand on parle des grands patrons. Et c'est ça que je voulais... Oui, bien sûr. Et pourtant, il y en a, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais qui essaient de faire rayonner, justement, comme vous l'avez dit, la France à l'étranger, donc d'avoir aussi, de gagner de l'argent pour le pays. Je pense à Bernard Arnault, François Pinault, Pouyanné avec Total Énergie, et puis il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a qui se plantent. Tavares, il a essayé de relever, oui, mais si vous voulez, Tavares, il avait avant de chuter, il a fait un super boulot. Mais donc ce n'est pas la qualité, la performance. Ce sont des monstres de performance également. Mais ça, pourquoi est-ce que on ne les crédite pas de ça? Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et c'est pour ça que j'ai eu ce titre un peu provocateur. Et c'est certain que dans un pays comme la France, où l'argent est mal apprécié, c'est certain que la question des rémunérations, qui a vraiment en 20 ans complètement changé. Alors pourtant, il y a eu une loi qui est passé pour justement essayer de limiter l'écart entre le plus gros salaire et le plus petit. Non, en fait, oui, ça c'est la loi, c'est pas pour limiter, c'était pour montrer ce qu'est le ratio d'équité. Voilà, et en fait, en fait, vous avez raison, c'est le côté le plus intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt que le niveau des rémunérations. Et on voit que dans les entreprises du CAC 40, ça va de 40, un ratio d'équité le plus bas pour
des entreprises comme Orange ou 80 Michelin, et ça va jusqu'à 500 dans le cas de Tavares. Donc effectivement, c'est certain que je pense qu'il y aurait davantage de consensus social et d'appréciation des patrons si on restait effectivement avec des ratios d'équité à 2 chiffres, parce qu'il ne faut pas oublier le poids des impôts qui prend en gros la moitié des rémunérations des patrons. Mais il y a eu une autre loi qui en fait a été perverse, qui était la loi de transparence. Quand on a connu la rémunération des patrons, ça a provoqué entre eux une espèce de concours d'école des récréations à celui qui avait la plus grosse rémunération. C'est dans notre dans le bouquin, c'est l'ancien patron de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, qui dit mon conseil d'administration me disait mais ta réputation, ta rémunération est la plus faible du CAC 40, t'es vraiment un naze, tu vas être pris pour un naze. Et donc il y a cet effet de miroir qui a fait qu'en réalité, au lieu de calmer les rémunérations les plus élevées, ça a contribué au contraire la transparence, quoi. La transparence a eu un effet totalement contre-intuitif, quoi. Et chacun a voulu être chaque conseil d'administration a considéré que son patron devait être le meilleur de sa catégorie. Oui, alors c'est ça d'ailleurs, parce que souvent quand on parle des grands patrons, il y a aussi les conseils d'administration qui sont derrière. C'est eux qui votent. Bien sûr, ces rémunérations. C'est eux qui... Tavares, quand il a voulu gagner, je sais plus combien, une 35 millions. Oui, vous le dites. Le conseil d'administration, avec des gens qui sont d'ailleurs encore aujourd'hui à l'intérieur du groupe de Stellantis, ont voté. Il n'y en a qu'un des administrateurs qui a refusé de voter pour, c'est Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France. Parce que justement, il connaît bien le terrain des petites et des grandes entreprises françaises, et il a dit à Tavares, mais ta rémunération, elle pose un problème de cohésion sociale dans notre pays. Mais ça, dans les conseils d'administration, il n'y a que des hurluberlus comme Nicolas Dufourcq qui pensent comme ça. Sinon, il y a une volonté réelle qu'on fait un benchmark mondial, où se situe notre patron, et tout ça provoque qu'effectivement, comme on ne veut pas être dans les derniers, on se met dans les premiers, et du coup, le concurrent monte. Oui, et dans ces grands patrons, Vincent Beaufils, parce que là on parle des grands patrons, c'est ça, c'est pas les petits patrons qui ont bien du mal d'ailleurs parfois alors, sur des petites entreprises à se payer eux-mêmes. Il y a des moments où c'est vraiment très serré. Nous on a énormément d'auditeurs et qui témoignent effectivement à ce sujet. Il y a plusieurs types de patrons aussi. Il y a ceux qui veulent que leur groupe continue de grandir ou en tout cas d'être pérenne, d'avoir de l'avenir. Et puis il y en a d'autres qui sont des mercenaires, non, qui je pense qu'ils sont nommés. Attendez, Serge Turuc par exemple, vous l'évoquez, Alcatel. En tout cas, Serge Turuc, c'était quand même l'un des fleurons de l'économie française. Oui, mais si vous voulez, les deux choses sont liées en fait. Ils sont des mercenaires parce que ce qui a changé en 20 ans, c'est qu'ils sont devenus totalement les mercenaires des actionnaires. Et donc les actionnaires leur demandent des résultats et leur demandent également d'avoir aussi des perspectives de long terme. Ça va pas forcément l'un sans l'autre, mais ça a des conséquences sur leur rémunération parce que les actionnaires considèrent qu'il faut toujours plus de rentabilité. C'est là où il y a une difficulté, c'est qu'en fait on demande trop en termes de rentabilité. C'est notre actuel ministre des Finances, Éric Lombard, quand il était le patron de la Caisse des dépôts, il disait mais on peut pas demander une rentabilité de 15%, moi je veux, pour les actions privées de la Caisse des dépôts, avoir simplement une rentabilité de 8%. Et je pense que c'est cette trop grande volonté de rentabilité qui a posé problème. D'ailleurs, Éric Lombard, il a démissionné d'une banque, BNP Paribas, parce qu'il trouvait qu'effectivement, on lui demandait encore des efforts de délocaliser des activités au Portugal, alors que déjà, la filiale de BNP Paribas faisait 20% de rentabilité. Tiens, petite parenthèse, puisqu'on évoquait Serge Turuc, et puis puisque vous évoquez justement les actionnaires qui poussent les fonds qui sont derrière ces entreprises à avoir une rentabilité. Lui, il est allé à un tel point, vous le racontez très bien dans le livre, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, comment fait-on pour avoir moins de coûts, finalement, on sera à la tête d'une très grosse structure,
très grosse industrie, très grande entreprise, mais sans usine. Voilà, fabless. C'est lui qui a inventé ce terme-là. Il était très content de lui. Ah oui. Et en fait, je pense que ceci n'aurait pas pu exister en Allemagne ou en Italie. Pourquoi ? Parce que les grands patrons français n'ont pas la même attache au territoire que leurs homologues allemands, par exemple. Vous savez qu'il y a des tas de multinationales allemandes. Pas tous, bien sûr, mais il y a des tas de multinationales allemandes qui sont dans des villes moyennes. En Italie, vous savez, vous avez ces zones où il y a une très grande solidarité entre tous les acteurs de la vie économique. Ça n'existe pas en France, et c'est certain que du coup, la France a délocalisé proportionnellement 2 fois plus que l'Allemagne, 2 fois et demi plus que l'Italie. Et ça, je pense que c'est une des raisons du déficit d'amour de reconnaissance entre les Français et les grands patrons. Oui, c'est ça. Et ça a tué, enfin, pour terminer sur Zurich, ça a tué complètement Alcatel. Et en plus, ça n'a pas été une bonne stratégie parce qu'effectivement, et enfin... C'est incroyable. C'est le début de l'effondrement, vous le dites, hein, et Nicolas Dufourcq aussi l'appuie dans votre livre, c'est le début de l'effondrement un peu de notre système industriel. Et du coup, quand je disais que la France avait le plus fort contingent de grandes entreprises dans les 500 mondiales, ça a été vrai pendant des années, ce n'est plus vrai depuis 2 ou 3 ans où l'Allemagne est repassée devant la France, et conséquence de cela. Vincent Beaufils, on continue avec vous. Et si il y avait aussi un grand patron, candidat à la présidence de la République, Challenge est même allé jusqu'à, sous forme de provocation, un peu comme vous avec votre titre « Les patrons sont-ils les monstres ?», à mettre un grand patron comme futur candidat à la présidentielle de 2027, c'est Michel-Édouard Leclerc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis Vincent Beaufils nous répond dans un instant sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Les grands patrons, est-ce que ce sont les architectes de la prospérité économique, en quelque sorte, d'un pays, ou les bénéficiaires d'un système qu'ils ont verrouillé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, alors que ça partait plutôt d'une bonne intention d'afficher tous les salaires, la transparence, et puis finalement c'est pris un peu les pieds dans le tapis, hein, Vincent Beaufils. En disant quand même que la France, au niveau des rémunérations des grands patrons, qui sont en millions, sont quand même des rémunérations inférieures à celles, par exemple, en Allemagne ou en Espagne. Hein. Le patron de BNP Paribas, 2 fois moins payé que celui de Deutsche Bank, 3 fois moins payé que celle de Santander. Alors, les grands patrons, est-ce qu'ils servent l'intérêt national ? Et quand je dis ça, c'est que finalement, derrière, il y a de la politique, quoi. Hein. Donc, sous forme de provocation, probablement Challenge, puisque vous êtes directeur de la publication de Challenge, a mis en une, il y a quelques jours, et si c'était lui, le prochain président de la République, Michel-Édouard Leclerc. Pourquoi ? Alors on a fait ça parce qu'effectivement, du fait d'une parole qui commençait maintenant à être très large, notamment dans les auditions des commissions parlementaires, etc., la question se posait, est-ce qu'il ne ferait pas mieux que Bayrou à la tête du pays ? Et on a voulu tester effectivement un certain nombre de noms, et donc on a commencé par Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron, je dirais, le plus connu, parce qu'il s'exprime beaucoup, et puis Xavier Niel, etc. Plus médiatique peut-être, en fait. L'un des plus médiatiques, quoi. Oui, et puis celui qui a sans doute, avec toute sa croisade sur le pouvoir d'achat, donné le sentiment de ne pas prendre des décisions en fonction de son intérêt personnel par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on se rend compte que Michel-Édouard Leclerc, il fait mieux que Marine Le Pen, il fait mieux que Jean-Luc Mélenchon, il a davantage de crédit pour diriger le pays que les extrêmes. Il fait pas mieux qu'Édouard Philippe. Xavier Niel, il fait mieux que Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a vraiment, pour cette idée-là, une crédibilité possible. Il reste qu'il faut être tout à fait honnête, et on le dit, c'est pas nous qui le disons d'ailleurs, c'est même Patrick Pouyanné, quelqu'un qui était à une demi-douzaine d'auditions devant les assemblées, dit le patron de Total Énergie, qui ne mâche pas ses mots, notamment sur la transition énergétique. Eh bien, il dit ce n'est pas le même métier, et c'est vrai que ce n'est pas le même métier, et on en
revient à votre question de départ, c'est est-ce qu'ils ont en charge l'intérêt collectif? Non, ils n'ont pas en charge l'intérêt collectif, ils ont en charge l'intérêt des actionnaires, et c'est parce qu'ils privilégiaient trop les intérêts des actionnaires, ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il a fallu qu'à un moment donné, le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, écrive avec Nicole Notin un rapport il y a quelques années qui s'appelait l'entreprise objet d'intérêt collectif. Collectif, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs dans ce rapport-là qu'est née la source de la loi sur l'équité entre les salaires médians d'une boîte et celui du grand patron. Mais est-ce que ça peut être quand même réaliste, cette hypothèse de la candidature d'un grand patron pour la prochaine présidentielle? Parce que là, bien souvent dans le paysage, beaucoup disent, bon, alors oui, le RN, Marine Le Pen, c'est pas certain qu'elle se présente, Bardella peut-être que trop jeune, de l'autre côté, bon, il y a Édouard Philippe qui est en embuscade, bien sûr, pour remplacer Macron, mais alors, il a travaillé avec... puis il y en a beaucoup d'autres candidats à gauche, bien sûr. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et en plus, je pense que ce n'est pas souhaitable, même si. Pourquoi? Mais parce que il se trouve que un patron privilégierait peut-être l'économie, l'intérêt des entreprises, parce qu'il a cette habitude-là. Alors que quand on est à la tête d'un État, il faut penser effectivement à l'éducation, à l'armée, etc. Et je ne pense pas d'ailleurs, et les Français non plus, qu'ils aient une quelconque légitimité sur les domaines, par exemple, régaliens, que sont effectivement la défense nationale, l'intérieur, etc. Ce que disent certains, si vous avez un grand patron, pourquoi pas, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais tout de même, un grand patron, et puis que derrière, vous avez des spécialistes par secteur, ça peut peut-être retourner. C'est ce que fait un grand patron. Un grand patron disait, moi, un très grand m'a dit un jour, je connais pas tout, mais j'essaie de m'entourer à chaque fois des meilleurs qui connaissent leur secteur. Oui, mais là où il y a une difficulté, c'est aussi l'habitude qu'ils ont de décider, et de décider souvent assez seuls. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis quand Elon Musk, qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel sur le plan entrepreneurial, ça a été un échec total quand il s'est intéressé aux dépenses publiques. Pourquoi ? Parce que il était un petit peu la caricature du patron génial, tout puissant et un peu mégalo, et ça existe, ça. Oui, bien sûr. Les patrons sont-ils des monstres? Donc, je vous conseille ce livre de Vincent Beaufils, qui était mon invité ce matin dans La Vérité en face. Dans un instant, merci Vincent Beaufils. Merci. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média avant les débats et d'enchaîner sur toutes les émissions. Ce sera Guillaume Debré, le patron de LCI. Vous savez, il y a une nouvelle numérotation qui commence dès demain pour certaines chaînes. Il sera là pour parler de la stratégie de LCI. Dans un instant donc, Valérie Expert.